Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc. Vous êtes sur le plateau d'Accès Direct. C'est parti pour 45 minutes d'actu et de découverte en Savoie-Mont-Blanc. Il est 18h, nous sommes le 17 octobre. Au programme ce soir, les professionnels de la santé se mobilisent en Haute-Savoie. Le collectif Santé Environnement 74 a été lancé il y a quelques jours pour alerter la population sur les dangers de la pollution. 2 membres du collectif me rejoindront dans quelques secondes. Gaëlle et Élise viendront ensuite nous parler de leur projet Liberty Trip. Ensemble, elles ont imaginé un circuit touristique original, le tout sous forme de télé-réalité. Et enfin, Flaky sera sur le plateau d'Accès Direct. Ce chien de la SPA de Chambéry est à adopter. Le président et une bénévole viendront nous en parler à la fin de cette émission. Nous irons faire aussi un tour du côté de Tignes pour l'ouverture du glacier et du côté d'Albertville pour le grand bivouac. Mais avant, comme chaque soir, les titres du JT. Salut Seb. Salut Fanette. Les titres du JT, et on commence avec un chantier important pour la Haute-Savoie. Le plus gros chantier actuel de Haute-Savoie en termes d'équipement, de travaux publics, plus de 20 millions d'euros financés par le conseil départemental pour la construction d'une galerie de protection contre les éboulements. Ça concerne la RD 328, tu sais, c'est la route d'accès qui va à la station de Prades-Lissomont. Et puis, le deuxième épisode de notre série de la semaine, ça se passe du côté de Genève. Oui, alors hier, on s'était intéressé au musée de la Fondation Barbier-Muller. Ce soir, Jean-Paul Crespi nous fait un focus sur la Fondation Barbier-Muller, une fondation qui missionne des scientifiques à travers le monde pour des collectes. Et récemment, la 12e collecte a été récemment mise à l'honneur, notamment avec des pêcheurs de perles coréennes. On va prendre quelque chose. Merci, c'est pas de revue de presse aujourd'hui. Je sais que ça te brise le cœur, mais puisque le programme est riche, on te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Je vais accueillir mes premiers invités, les membres du collectif Santé Environnement 74. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Merci de nous accueillir. Alors, Cathy Fetch, vous êtes cadre sage-femme à Bellegarde. Mallory Guyon, vous êtes médecin généraliste aux Ouches. Alors, on va parler du collectif dans son ensemble, mais avant, individuellement, j'aimerais savoir, en tant que professionnel, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans ce collectif Santé-Environnement ? Alors, moi, je peux démarrer. Moi, je suis sage-femme et effectivement, par rapport à toutes nos pollutions qui sont actuellement dans l'environnement, que ce soit les champs électromagnétiques, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, il s'avère que les populations les plus vulnérables, ce sont les femmes enceintes, les enfants. Et donc, c'est ce qui me motive, moi, depuis quelque temps, à me mobiliser pour informer, parce que malheureusement, la population n'est pas suffisamment avertie des risques, alors qu'on peut quand même prendre des précautions, des conseils existent, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. On va en reparler, effectivement. Vous, Mallory, l'engagement, il vient d'où ? Déjà, c'est un engagement personnel, et puis c'est en rapport, en fait, tout simplement avec... c'est parti aussi de mes enfants. J'ai mon deuxième qui a été très malade ces 18 premiers mois et ça m'a beaucoup affectée. Et puis en plus, de plus en plus, j'avais des informations sur la qualité de l'air effectivement à Passy et j'ai participé à pas mal de manifestations. Oui, on voit la dernière marche pour le climat où vous étiez, c'était au mois de septembre. C'était 8 septembre, super marche, vraiment... Super souvenir. Et après, je me suis dit, il faut que je m'engage, je suis médecin. Allez, on y va, on fait un collectif. J'ai rencontré des super personnes et Colère Pure, en fait, s'est dit, on va essayer d'agir sur beaucoup de domaines. Il y a eu la justice, l'éco-citoyenneté, les médias, l'audiovisuel. Et maintenant, on a enfin la santé avec le 1674. Et ça, c'est un message fort parce qu'il faut qu'on porte la voix des gens qui sont malades. Il ne faut quand même pas l'oublier, c'est celui-là l'enjeu. C'est protéger et puis soigner les gens malades et puis aussi protéger les générations futures. Ça, c'est un véritable challenge. Le fait que ce soit un collectif de professionnels de la santé, ça veut dire que votre parole, elle porte d'autant plus. On parle des fois de pouvoir médical. C'est une vraie portée, ce pouvoir médical ? Nous, on l'envisage en tout cas dans le sens où, avec un ensemble de professionnels de santé, donc il y a des médecins, mais il y a d'autres professionnels aussi, donc des pharmaciens, il y a des sages-femmes, des infirmiers, des kinés. C'est ouvert quand même à tous les gens qui effectivement s'occupent de la santé. Et il y a quand même effectivement l'idée d'apporter une caution scientifique à tout ce qui se passe. Et par exemple, on vient effectivement en soutien d'associations lorsqu'il y a des événements comme l'a fait à plusieurs reprises Colère Pure.
on peut être présent et effectivement avec cette caution scientifique, parce que des études existent. Il y a malheureusement des lobbies forts qui font de la désinformation, mais il y a des études qui sont là et qui révèlent effectivement que ça prend de l'ampleur, les phénomènes de pathologies liées à la pollution. Donc, effectivement, on espère que le fait qu'il y ait des professionnels de santé qui prennent ce relais, on soit davantage entendu, que ce soit par les politiques, mais aussi par la population. Parce que nous, on est sur le terrain, on voit ce qui se passe. Il y a des événements et il faut vraiment qu'on soit des relais forts pour que ça bouge. Concrètement, dans votre quotidien de professionnel, ces risques liés à la pollution, vous les voyez? Ah oui, ah bah oui. On constate. Oui, oui. Bah alors là, ce serait mentir que de dire non, non, tout se passe bien. On est interpellé par, par des pathologies, en tout cas, qui sont récurrentes ou qui durent, qui sont dures à traiter. Lesquelles, par exemple? Ah ben, pour moi, en tant que médecin généraliste, comme j'ai toujours, je le dis et le redis, au niveau ORL et pulmonaire, quand on a des laryngites à répétition, des trachéites, des bronchiolites chez les tout petits qu'on doit hospitaliser, des bronchites asthmatiformes, y compris chez des gens qui ne font pas d'asthme, que ça dure dans le temps, que ça commence tôt, des fois, dans les saisons. Moi, depuis 10 jours, ça y est, ça recommence. Les gens viennent et tous. On se dit, ouais, bon, bah, cette saison, c'est la rentrée scolaire, etc. Soit. Mais normalement, ça doit se résorber en quelques jours. J'ai une partie des patients qui reviennent et ça ne passe pas. Et ça m'inquiète parce que là, on n'est qu'en automne. Donc, oui, je on sait m'inquiète pour les types l'hiver. de pollution Voilà. l'hiver, notamment dans la vallée de l'Arve, hein, parce que le collectif, il est sur l'ensemble du département. J'ai dit, vous êtes à Bellegarde. Oui. L'idée, c'est pas de se focaliser sur la vallée de l'Arve, c'est vraiment d'être dans une démarche plus globale. Alors, moi, j'exerce à Bellegarde, mais j'habite en Haute-Savoie, près de Thonon. Donc, effectivement, on est sur la Haute-Savoie avec des gens qui viennent de la vallée de l'Arve, des gens de Thonon, des gens de La Roche-sur-Foron, par exemple. Donc, voilà, pour le moment, on a quand même des gens qui sont avec des problématiques différentes. C'est aussi ce qui est intéressant et qui va enrichir aussi la vie de notre collectif. Alors ce collectif, le collectif Santé Environnement 74, c'est la représentation locale de l'association Santé Environnement France. L'objectif, c'est quoi? Il y en a plusieurs. Il y a notamment celui de former les professionnels de la santé à la prévention, à la prise en charge des maladies liées aux polluants environnementaux. Ça ne va pas de soi. Alors, il faut des collectifs comme les vôtres pour ça. Pour le moment, malheureusement, et moi, c'est aussi en étant avec des démarches extérieures à ma profession que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui sur les problématiques liées à l'environnement, parce que dans nos formations qui sont proposées, nous n'avons pas pour le moment suffisamment d'actualisation sur ces problématiques qui engendre des pathologies qui sont nouvelles. Tout à l'heure, vous demandiez effectivement quelles pathologies. En périnatalité, on voit des problèmes d'infertilité qui sont de plus en plus importants. On sait que, par exemple, les perturbateurs endocriniens peuvent être reprotoxiques. Hein, donc, il y a des liens qui sont forts et on les connaît. On a des malformations aussi qui augmentent et qui sont pas... c'est pas logique. Hein. Ça va être des malformations, par exemple, chez le petit garçon d'hypospadia, c'est une malposition de l'urètre. Donc, voilà, ça, c'est des constats sur le terrain et on n'a pas encore suffisamment de formation. Donc, notre collectif a pour ambition, effectivement, de booster un petit peu tout ça. Moi, j'avais déjà sollicité l'Agence régionale de la santé pour demander à ce que des formations soient mises en place. J'ai pas eu de réponse. Donc, je pense qu'effectivement, le fait que des professionnels se mobilisent, il va falloir rassembler le plus grand nombre pour que justement ce soit vraiment une prise de conscience par tous et qu'ensuite on puisse faire le nécessaire auprès de la population parce que l'objectif c'est vraiment d'être accompagnant pour les gens qui en ont besoin. Donc là, maintenant, les actions du collectif?
Alors, déjà, réunion pour effectivement savoir quel sujet on va aborder, déjà pour les professionnels de santé. Et on a l'intention déjà de mettre une conférence, de faire une conférence avec plusieurs thèmes. Bah, la pollution de l'air, de toute façon, de sûr, ça, c'est sûr. Bien sûr, les pesticides, éventuellement aussi les ondes électromagnétiques. On a cet objectif-là de faire une conférence pour les professionnels de santé. Et aussi, en parallèle, voir comment on peut informer le grand public avec des plaquettes, des flyers, etc. Il faut qu'on pense aussi à ça. Et aussi à la communication qu'on va établir avec les politiques. Parce que le but, c'est celui-là, c'est de la parole scientifique. L'arrivée de votre collectif, elle a été bien accueillie par les politiques? Oh, bah pour l'instant, on n'a pas eu de... Franchement, pour l'instant, on n'a pas eu de retour négatif, pas du tout. Au contraire, il y a même quelques élus qui nous ont dit, effectivement, il nous manque ces informations-là techniques au niveau sanitaire pour les faire valoir. Parce que le but, c'est celui-là. La parole scientifique, elle est au milieu des problématiques environnementales. Et sachant qu'en plus, plusieurs problématiques s'intriquent les unes aux autres. Réchauffement climatique, pesticides, pollution de l'air, tout ça, effectivement, ça rentre vraiment dans la même problématique. Et il faut qu'on donne toutes ces billes aux politiques pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et de façon très rapide. Je rejoins Mallory, on commence quand même à être sollicité. Moi, je sais que j'ai participé à un atelier avec l'agglomération des communes de Thonon, qui avait été organisé par le politique qui s'occupe de l'environnement, parce qu'effectivement, ils veulent mettre en avant quand même la santé, et c'est sans doute aussi un message aussi pour rassembler le plus possible de citoyens, parce que la santé, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, et en général la population elle est quand même à l'écoute de tout ça. Eh bien, je vais redonner le mail du collectif pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations ou pour des professionnels qui souhaiteraient vous rejoindre, collectifonvironnementsanté@gmail.com. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Est-ce que je peux parler de ce mouvement? Alors en 10 secondes, vous avez 10 secondes. Voilà, nous voulons des coquelicots. C'est par exemple une action aussi que nous soutenons, qui est au niveau national, mais que l'on relaye tous les mois, tous les premiers vendredis de chaque mois, donc, que ce soit à Thonon ou dans la vallée de l'Arve, on relaie effectivement pour informer les gens et pour batailler et faire qu'il y ait une interdiction des pesticides en France. Eh ben, le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Et puis on prendra des nouvelles du collectif dans l'hiver. Je pense que vous ne serez pas inactifs. Merci bien. Avant d'accueillir mes prochains invités, on va faire un petit détour du côté de Tignes. La station ouvre son domaine sur le glacier ce mercredi. Une ouverture reportée à cause des températures caniculaires qui durent depuis cet été. Stéphanie Dijkman, la responsable marketing de la station, est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le glacier a ouvert ce mercredi. Comment c'est possible? Puisque initialement, l'ouverture était prévue le 29 septembre. Je n'ai pas vu des chutes de neige intenses depuis. Comment ça s'est passé ces quelques semaines? Effectivement. En fait, grâce au travail mutuel de nos services, le service des pistes, de la mairie et la STGM, on a pu ouvrir aujourd'hui dans des belles conditions. On a vraiment retrouvé une belle neige sur la partie haute du glacier. Vraiment, la tournée est très bien passée. On a été ravis. Les premières skieurs de la saison, vraiment fait plaisir. Cette ouverture du glacier pour Tignes, c'est une date hyper importante. Il faut pouvoir être présent, ouvert avant les autres stations, avant le début de saison officielle, disons. Bien sûr, Tignes. Et pour ça, on ouvre comme première station et on ferme comme dernière. Donc encore une fois, cette année, on a pu le faire. Ça n'a pas été facile, mais encore une fois, oui, au travail mutuel de service, on a passé une belle première journée. Alors le prochain temps fort, ce sera fin novembre avec l'ouverture de la liaison Tignes-Val d'Isère. Ça s'annonce comment? Pour le moment, forcément, comme tout le monde, on est en attente de la neige fraîche. Donc pour le moment, on a des baisses de température pour produire de la neige ou, bien évidemment, encore mieux, les chutes de neige naturelles. Donc malheureusement, pour le moment, je ne peux que espérer que ça va bien se passer et on croise les doigts. Eh bien, on croise les doigts. Merci beaucoup.
Merci à vous, Merci. bonne soirée. Bonne soirée. J'accueille maintenant Gaëlle et Élise, nos invités. Je vous en prie, bonsoir. Bonsoir. Élise Basquer et Gaëlle Poirion, vous avez participé toutes les deux à l'émission Bienvenue chez nous qui se focalise sur les maisons d'hôtes chez nos confrères de TF1. Alors cette aventure est aujourd'hui terminée, mais vous avez souhaité en ouvrir une nouvelle page. Déjà, pour commencer, ce qu'il faut dire, c'est que vous ne vous connaissiez pas avant l'émission. Tout à fait. Alors exactement, aujourd'hui 16 octobre, on se connaît en fait depuis le 3 juillet, Élise et moi. 22 mai sur la compétition. Ah oui, mais la finale c'était le 3 juillet et c'est une fois que la finale s'est terminée On est allé au restaurant. On est allé manger au restaurant pour dire bon ben clap de fin, ça y est. Et en fait au restaurant, point commun, et on s'est dit on va pas s'arrêter là. Et donc votre premier point commun déjà à toutes les deux, c'est d'être passionnés par nos régions, nos belles régions françaises, et vous avez voulu les mettre en avant. L'émission Bienvenue chez nous, l'idée donc c'est des maisons d'hôtes installées sur un territoire et voilà une émission de découverte. Vous voulez vraiment poursuivre ce cheminement-là, disons ? Alors, ce qui nous a surtout gêné en fait avec Bienvenue chez nous, c'était la notion de compétition et de jugement de valeur. Nous, on voulait mettre en lumière. Je te laisse prendre la suite, mais c'était Effectivement, les gens, en fait. on a eu cette possibilité qu'on nous mette en valeur, en lumière. Et donc, nous, on a voulu le refaire à notre sauce. C'est-à-dire que tous les prestataires qui se lèvent, comme nous, tôt le matin et qui croient à leurs produits, que ça soit dans la gastronomie, que ça soit dans le patrimoine culturel, que ça soit dans des activités sportives. Voilà. Qui font vivre un territoire, en fait. Ouais. Et ben ça, nous, on veut dépoussiérer toute cette publicité qui existe. Et c'est vrai qu'on le transforme en télé-réalité, puisque finalement, on en sort. Et ça vous a plu ? On a trouvé ça super dynamique en fait, voilà. Vivant, et puis on s'est dit c'est l'occasion de faire des rencontres. Moi je suis la présidente de mon office de tourisme sur mon territoire. Alors, donc où ça ? Alors moi je suis sur le territoire qui s'appelle du Minervois au Caroux. C'est dans le Haut-Languedoc, donc dans le sud de la France, en région Occitanie. Et sur ce territoire-là, on a une problématique, c'est que les vidéos sont très sympas. Il y a des paysages magnifiques avec des jolies musiques classiques en fond. À l'échelle nationale, tous les offices de tourisme, ils ont ce genre de vidéos. Ce qui est très bien fait. C'est très bien fait, c'est super. Mais là, aujourd'hui, il ne faut pas juste proposer une offre, il faut proposer des services, il faut proposer une expérience du tourisme. Donc, comme vous voyez sur les images du teaser, on fait les activités, on les vit et les gens, ils se projettent en fait. Et vous êtes plutôt de chez nous ? Oui, tout à fait. Si je ne me trompe pas, du côté de Seyssel. Oui, côté Haut-Savoyard, oui, tout à fait. On va regarder le petit teaser pour comprendre justement le côté j'ai testé pour vous, très humain, donc de Liberty Trip. On regarde. Bonjour, bienvenue avec nous dans Liberty Trip. Nous avons testé pour vous des activités gastronomiques, culturelles, patrimoniales, des rencontres avec des artisans, des producteurs. Bienvenue à Seyssel. Notre job, c'est de vous faire découvrir notre super région. Donc un petit extrait de ce que vous proposez. La première vidéo a été postée le 10 octobre sur le site et sur votre chaîne YouTube. Donc ça se passait dans le Haut-Rhône. Et là, la prochaine, on la verra ce week-end dans le Haut-Languedoc. Ça a l'air plutôt sympa comme aventure. Vous vous faites plaisir. Complètement. C'était l'objectif. C'est un travail très très dur. On travaille très très dur. Non, ce qui est humainement remarquable, c'est les rencontres qu'on fait. Parce qu'en fait, là, par exemple, l'exemple des mushers, ils sont vice-champions du monde de course en chien de traîneau. Et pas la sait. première fois. Et pas la première fois. Et ils sont d'ici. Et voilà. Alors, c'est une niche, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas la totalité de la planète qui est intéressée par les courses de traîneau. Mais c'est quand même dommage de ne pas les mettre en lumière, ces gens-là. Et en plus, ils sont super humains. Ils représentent la France, quoi. Donc, c'est vrai que c'est le but de nos vidéos, quoi. C'est vraiment mettre en lumière tous ces gens. Les territoires. Pour venir passer une escapade. On est parti sur un concept de 2 jours, mais l'idée c'est, voilà, vous avez une idée, une envie de partir 2 jours quelque part en France. Vous savez pas trop où aller. Vous allez sur notre site internet, vous voyez les différentes vidéos qu'on a fait sur différentes régions. Et puis on vous propose tout ce que vous pouvez faire comme activité pendant grosso modo 2 jours. L'étape d'après ?
Là, vous êtes du coup en train d'accumuler les vidéos. On n'a pas cité la personne qui vous accompagne pour les vidéos. J'ai oublié de noter son nom, donc je vais vous laisser le citer. Emmanuel Dupré. Voilà. C'est lui qui s'occupe de toute la partie technique. Ah oui, lui, je sais pas si on peut dire. Oui, si, il bosse pour M6, donc ça fait 19 ans, 20 ans qu'il fait de la télé-réalité. Et effectivement, là, en ce moment, il bosse pour Turbo, Pékin Express, Capital. C'est West Production, le nom de sa société. C'est lui qui nous fait tout ce qui est montage, prise de son, insertion, titrage. Et donc, l'étape d'après? Nous, de toute façon, on veut rester francophone, donc on n'est pas obligé de rester dans l'Hexagone, mais on reste francophone. Donc c'est vrai qu'il y a tellement de choses à visiter chez nous. On est en prospection commerciale en fait maintenant pour démarcher des collectivités territoriales, des offices de tourisme, des régions, les départements. Ce matin, on était en rendez-vous avec un conseiller régional. Là, aujourd'hui, on est avec TV8 Mont-Blanc et merci de nous recevoir. La prochaine étape, c'est des radios locales, des choses comme ça, pour se faire connaître évidemment, et puis pour essayer de décrocher des commandes de vidéos pour les mettre en valeur. Donc on rappelle le site internet libertytrip.fr, il y a aussi la chaîne YouTube, et donc la prochaine vidéo est à découvrir samedi. Oui, le 20 octobre. Voilà. Vous allez tester quoi? Alors on a fait de la trottinette de descente. On a fait des vendanges, ça c'était sympa. Parce que du coup on a pu déguster après, quand on avait bossé, on a eu le droit de boire. Des cités médiévales aussi au niveau patrimoine culturel, c'était génial. On a fait une super randonnée avec des paysages magnifiques. Un restaurant qui est top aussi. On a fait, tout plein d'activités pour tous les budgets et pour tous les âges. Toute typologie. Voilà, l'idée c'est ça. Et donc libertytrip.fr, je le rappelle, pour découvrir ça, et la chaîne YouTube pour découvrir ça samedi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie. On va aller faire un petit tour du côté d'Albertville avec Guy Chomreuil, le président du Grand Bivouac. Le festival commence demain. Alors l'édition 2018 veut remettre la terre à l'endroit. C'est ce que j'ai pu lire sur le site internet. Vaste programme, Guy Chomreuil. Oui, si vous voulez, la terre à l'endroit. On magnifie cette année le beau chambardement. Alors ça mérite quand même juste une petite explication. Des chambardements en cours, on en a plein, vous le savez, géopolitiques, climatiques, etc. Et nous, on pense que sur Terre, le chambardement, on peut le prendre vraiment pour nous-mêmes et essayer d'en faire quelque chose de positif. Donc on va essayer effectivement de remettre la terre à l'endroit à un moment où... Dans les films que vous avez pu choisir, dans les rencontres, il y a plus de 80 documentaristes, écrivains, photographes, etc. qui sont présents. Vous avez retrouvé je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce positivisme, cette envie en tout cas de montrer que certaines choses positives sont possibles? Oui, alors le problème n'est pas tellement, vous l'avez compris, entre le pessimisme et l'optimisme, mais bien de montrer que le chambardement, comme je le disais à l'instant, si on le prend à bras-le-corps, on peut en faire quelque chose de prenant, de positif, effectivement, et qui donne de l'espoir. Et c'est vrai que l'intérêt du Grand Bivouac, c'est de réunir plein de gens qui viennent du monde entier et qui montrent par leur action, par leur comportement dans des situations souvent bien plus difficiles qu'en France, qu'ils restent debout. Et au fond, c'est aussi une leçon pour nous, à l'heure où notre société se plaint beaucoup, à l'heure où on pense que d'un problème, on en fait un grand. Ça permet de s'ouvrir au monde et de montrer que partout dans le monde, il y a des jeunes, des enfants, des familles, des femmes, des hommes qui se battent et qui arrivent à apporter une forme d'humanisme. Sans le sens que le Grand Bivouac n'est pas, à proprement parler, un festival de voyage, mais bien de la découverte du monde, un monde en direct qui nous est apporté ici à Albertville par, vous l'avez dit, 80 invités de toute nature, journalistes, scientifiques, réalisateurs documentaires, artistes, etc. Et c'est un événement unique en France, vous l'aurez trop présomptueux. Alors, il y aura d'ailleurs l'agroécologiste Pierre Rabhi qui sera présent. Alors, il y a tout un tas de projections, de conférences, de rencontres, etc. jusqu'à dimanche. Un temps fort à ne pas manquer, votre coup de cœur, si je puis dire, puisque c'est tout le temps compliqué de choisir. Vous me mettez dans l'embarras, mais il y a deux coups de cœur. Il y a un film qui s'appelle Dernier jour à Chibati, qui se passe en Chine, qui est une formidable fresque d'un petit gamin et d'une petite dame assez âgée qui voit le monde un peu s'écrouler, leur monde s'écrouler. Et puis il y a, je l'espère, un formidable débat sur l'aventure,
l'aventure aujourd'hui, est-ce que ça existe encore, etc. Mais je ne voudrais pas qu'on croie que le Grand Bivouac soit quelque chose où on se pète la tête. Hein. On parle de choses sérieuses, mais dans une ambiance de fête. Eh ben, merci beaucoup. Et puis je rappelle les dates. Donc le Grand Bivouac à Albertville du 18 au 21 octobre. Il reste des places à acheter directement sur place demain en salle de projection ou vendredi et tout le week-end à l'espace billetterie Place de l'Europe. Merci beaucoup Guy Chomreuil. Ouais, merci à vous surtout. Merci. Alors je reçois maintenant 3 invités. Bonsoir. Robin Védy, vous êtes le président de la SPA de Savoie. Laura Dior, bénévole à la SPA de Savoie. Et Flaky, donc, qui est un Malinois âgé de 8 ans. Et vous êtes venu nous parler de lui, puisqu'il est chez vous depuis 1 an. Plus d'1 an, Et l'idée, c'est qu'il aille retrouver une famille le plus rapidement possible. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Eh bien oui, avec plaisir. Alors Flaky, c'est donc un Malinois berger belge de 8 ans qui est arrivé chez nous suite à une intervention de l'association 30 millions d'amis, donc avec qui on est partenaire, qui a retiré plusieurs chiens de cette race dans une société de gardiennage, de sécurité dans la région parisienne. Et donc elle nous a demandé d'accueillir 2 chiens comme Flaky. Donc sa copine, on va dire, a déjà trouvé une famille. Donc il nous reste Flaky qui est là depuis plus d'1 an. Donc voilà. Son caractère, bon, il a pas l'air, il a l'air plutôt calme. Eh ben, il est calme. Il a donc 8 ans, donc ça commence à être un chien plus posé, mais encore très très dynamique parce que les Malinois, ce sont des chiens de travail qui ont besoin de se dépenser, de jouer, d'avoir beaucoup de promenades et puis beaucoup de dépenses physiques. Donc c'est quand même un chien très tonique, mais il est très affectueux. Il adore les moments de câlin avec les promeneurs, les salariés qui s'occupent de lui. Et il n'a pas de défaut particulier à signaler, quoi. Voilà. Quel type de maître est idéal, je ne sais pas si c'est le mot terme, mais pour un Malinois et pour Flaky qui est en train de faire le tapis? Non. Donc déjà, un maître sans tapis. Voilà, sans tapis, avec des jouets, un maître plutôt sportif, en tout cas qui aime se balader longtemps. Appartement, maison, peu importe. On recommande plutôt une maison parce que c'est vrai qu'il appréciera de pouvoir avoir accès au jardin à tout moment de la journée. Avec des clôtures plutôt hautes parce que s'il a envie de sauter, il a beaucoup de peps, donc il peut sauter des clôtures. Mais ce qu'il appréciera, Flaky, c'est un maître présent qui va lui apprendre plein de choses parce que c'est des chiens qui adorent apprendre et qui adorent sortir. Voilà. On va remettre les contacts pour joindre la SPA de Savoie. Alors des chiens, des animaux comme Flaky en quête de famille, il y en a plein malheureusement à la SPA de Savoie. Où on en est? Parce qu'on avait fait un point de mémoire en début d'été. La situation était plutôt critique, même avant le début de l'été, où on le sait, les grandes vacances, c'est tout le temps une période compliquée. Donc on en est où? Alors aujourd'hui, on a eu une porte ouverte il y a 1 semaine et demie à peu près, qui a été l'occasion effectivement d'avoir de bons placements. 7 chiens et puis de nombreux chats. Les chats, c'est une tendance effectivement plutôt ordinaire aujourd'hui. On arrive sur des adoptions qui sont plutôt courantes et qui permettent justement d'aller vers de beaux jours et de diminuer leur nombre dans le refuge. Pour les chiens, on a toujours une tendance forte parce que tous ceux qui sont sortis ont laissé la porte ouverte à d'autres, puisque nous avons toujours une liste d'attente de gens qui ont des besoins, malheureusement, c'est triste à dire, mais d'abandonner leur animal ou de le céder pour des problèmes personnels. Donc du coup, voilà, c'est toujours critique, c'est toujours problématique aujourd'hui. Ces journées portes ouvertes là que vous organisez, elles sont importantes pour vous, pour le refuge et puis pour ces résidents? Ça donne une chance supplémentaire. Voilà. C'est ce qu'on essaie toujours de créer, un peu d'émulation, de trouver les... vous nous offrez une chance, donc merci de votre accueil, puisque je dirais que tout est bon à prendre pour pouvoir les exposer, les montrer, je dirais, à tous, et puis montrer aussi leur détresse. Quoi dire aux personnes qui hésiteraient à prendre un chien, un chat qui serait passé par un refuge de la SPA? Quelqu'un qui n'oserait pas franchir la porte, disons. Alors, oubliez les idées reçues, oubliez les a priori. La preuve, je dirais qu'on arrive à avoir des chiens qui sont posés, calmes. Laura l'a très bien dit, quand ils sont jeunes, et c'est naturel et c'est valable pour tout type d'animaux, ils sont plus enthousiastes et plus toniques encore. Ils se posent avec le temps. C'est pas des chiens fous, loin de là. Ils ont plein de qualités et je dirais, venez les découvrir.
parce qu'ils ne seront pas différents de ce que vous découvrirez dans des élevages. Au contraire, ils sont encore bien plus aimés. Je ne devrais pas le dire, mais je dirais ils sont plus choyés. Voilà. De quoi avez-vous besoin? Puisqu'on sait, on peut faire des dons. Alors, vous avez besoin de familles qui viennent adopter les animaux. Est-ce que vous avez besoin d'autres choses, de bénévoles, de fonds? Alors, on a toujours besoin, je dirais, de bénévoles. Alors, les bénévoles ont plusieurs tâches différentes qu'ils peuvent prendre en charge. Donc, il y a les promenades de chiens, s'occuper des chats, faire des travaux. Alors là, je dirais qu'aujourd'hui, notre vraie problématique, c'est les travaux. On a des petits travaux qui sont laissés un petit peu à l'abandon et on ne trouve pas forcément de gens qui sont très intéressés pour faire des petits travaux. Donc, si des gens sont intéressés pour le faire chez nous ou ailleurs d'ailleurs, mais nous les accueillons avec plaisir. Après, bien sûr, il y a tout le volet financier où on est toujours en attente et des généreux donateurs. Alors déjà, merci à tous ceux qui le font et puis encore d'avance, merci à ceux qui le feront demain. Voilà. Et puis, tout est disponible sur votre site internet si on veut faire un don avec toutes les coordonnées, etc. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. J'espère que Flaky trouvera preneur. Alors, pour info, on avait reçu, c'était quand? Le 19 septembre, Indy, qui était résident à la SPA de Marlioz et elle a, je crois que c'était elle, a été adoptée il y a 15 jours. Donc, on espère le même destin pour Flaky. Merci beaucoup. On vous le dira. Merci à vous. On attend votre retour. Merci bien. Sébastien, tu me rejoins pour un petit rappel des titres et on commence avec un vaste chantier que tu es allé visiter ce matin. Oui, ça se passe du côté de Taninges, la RD 328, la route qui mène à la station Pradis-Saumont avec la construction d'une galerie de protection contre les éboulements. On sait, il y a eu pas mal d'intempéries, donc la route s'est bien dégradée. Et puis, le deuxième épisode de la série de la semaine. Jean-Paul Crespi qui est du côté de Genève pour la Fondation Barbier-Muller. Hier, on a vu le musée. Aujourd'hui, donc, focus sur la Fondation. Une fondation qui missionne des scientifiques à travers la planète pour des collectes. On verra son reportage. Eh ben, merci Seb. Ne bouge pas, vous non plus. On se retrouve dans quelques minutes juste après la pub pour le JT. À tout de suite.